Donc, un bonjour à tous. Très heureux encore une nouvelle fois de vous retrouver aujourd'hui sur cet horaire un petit peu inhabituel de 14h30. On a plus pour l'habitude d'être à 10h30. Aujourd'hui, donc je suis Frédéric Grelier de la société ERM et avec notre partenaire SET. Aujourd'hui, on va faire une présentation sur le contrôle d'accès et surtout sur les solutions technologiques liées à cette fonction. Voilà. Moi, je vais juste donc, vous expliquer le fonctionnement de la plateforme. Hein. Donc, cette plateforme, vous avez trois petits boutons. Vous avez le bouton QR, le bouton lever la main et le bouton converser. Pardon. Le bouton converser, en fait, ça vous ouvre un petit chat sur le côté où là, vous pouvez taper voilà, des messages pour nous, les conférenciers. Vous avez le choix, tous les conférenciers et les participants. Donc, vous pouvez envoyer des messages à tous. Ensuite, vous avez un autre bouton qui est QR. Là-dessus, donc, ce sont les questions-réponses que vous pouvez avoir au fil de la présentation. Nous invitions à y taper et en fait, avec Laurent, nous essayerons, on verra si c'est opportun ou pas opportun. Si Laurent sait que dans la présentation, derrière, il va y avoir la réponse, il ne posera peut-être pas tout de suite la question. Hein, autrement, nous y reviendrons sur ces questions soit au fil de l'eau, soit en fin de webinaire. Et enfin, vous avez levé la main. Comme je dis toujours, pourquoi pas organiser en fin de séance, en fonction du temps qu'il nous reste, pour pourquoi pas essayer de partager, on va dire, des questions avec de l'audio. Voilà, il me semble que pour ma part, j'ai fini avec l'introduction. Donc ce webinaire est en train d'être enregistré. Il est également diffusé sur notre chaîne ERM Live, c'est une chaîne qui regroupe nos autres divisions où on diffuse nos lives. Et ensuite, dès la fin de l'après-midi, voire demain matin, il sera sur notre chaîne YouTube. Voilà. Mais je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je vais certainement donner la parole à Laurent, je suppose. Voilà. Oui, bonjour à tous. Merci Fred pour la présentation. Merci Fred et à la société ERM pour nous permettre de diffuser le webinaire donc, sur le produit SET en tant que partenaire. Donc, le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous présenter une démarche autour d'un produit réel, bien entendu, qui est un terminal de contrôle commande que Meryl va vous présenter. L'originalité, c'est qu'on va travailler en duplex entre la Savoie et les Bouches-du-Rhône. Meryl est à la société SET à Marseille. Jackie est chez lui, comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous, confinés. Donc, voilà, il va y avoir un relais entre les deux. L'articulation à laquelle on a pensé pour ce produit, c'est justement de montrer comment d'un produit réel didactisé, on arrivait à articuler des phases d'activité pratique de type travaux dirigés, des phases de travaux pratiques et des phases de projet. Donc c'est pour ça qu'il y aura le relais entre les deux systèmes. Donc Jackie, comme vous pouvez le voir à l'écran, il a le prototype de la solution. Meryl, qui est à Marseille, a la solution réelle. Ne vous offusquez pas de ce que vous voyez à l'écran. Voilà, c'est pas ça qui est livré. Si jamais c'est le produit susceptible de vous intéresser. Je pense que dans un premier temps, c'est Meryl qui va prendre la main pour faire la présentation de la solution en partant du produit réel, présenter rapidement sa didactisation. Jackie va prendre le relais sur la partie activité pratique et travaux dirigés. Et Meryl, en fin de séance, va reprendre la main pour la partie projet. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter un bon webinaire à tous. J'animerai les côtés questions-réponses. Donc, certaines, je répondrai en direct par texte, ou sinon, quand plusieurs questions se regroupent autour du même sujet, on coupera à un moment donné peut-être les interventions de chacun pour pouvoir poser des questions. Bon webinaire à tous et je vous laisse la main, Jackie et Meryl. À vous. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je bascule rapidement pour vous saluer de visu. Donc là, comme l'a dit Laurent, je suis en Savoie, confiné dans mon séjour. Bon, je ne suis pas très malheureux, rassurez-vous. Et donc là, je ferai une co-animation avec Meryl depuis Marseille, comme ça a été indiqué. Donc, comme l'a dit Laurent, ce que vous voyez à l'écran, ce sont mes cartes, on va dire, prototypes,
qui me permettent de développer des activités, l'ensemble étant sur Marseille. Et je laisse justement la parole à Meryl qui va enchaîner. Bonjour à tous. Alors, Jackie, est-ce que tu peux départager, s'il te plaît, ton écran? Pardon? Est-ce que tu peux enlever le partage de ton écran, s'il te plaît? Alors, attends, il faut que je retrouve où c'est. J'essaye, mais comment on fait? Il faut que j'arrête, en fait, non? Oui, vous m'entendez là? Jackie, là où tu as partagé ton écran au début, en bas, tu as, juste à côté de Conversier, tu as partagé l'écran, il faut appuyer dessus pour le… Voilà, c'est marqué arrêter, Jackie. En fait, tu as un petit bouton rouge marqué arrêter, tu arrêtes, voilà, tout simplement. Oui, c'est arrêté, c'est ça. Voilà, c'est ça, Voilà. nickel. Voilà. Je vous dis aussi Voilà. bonjour de vive voix et vous me voyez, comme ça vous savez qui parler. Donc, Meryl, je suis donc chez SET, donc je vais vous présenter donc l'Access Lab. Hop, voilà. Donc ça c'est le produit que l'on a didactisé. Donc je vais vous présenter aujourd'hui donc l'Access Lab, donc qui permet d'investiguer donc le contrôle d'accès électronique. Alors pour ça je vais vous montrer donc comme ça vous verrez un peu mieux. Voilà le manuel de mise en service que l'on fournit donc avec le système. Donc il est composé donc d'une porte à battant donc à échelle réduite sur lequel sont installés donc 3 actionneurs donc classiques et que l'on trouve dans le commerce. Donc ici on a donc un verrou électrique à peine dormant, à peine piston pardon, de type ouverture en absence de courant. Ici on a une gâche électrique et ensuite on a également donc une serrure à débrayage électrique ici qui a un côté donc transparent qui permet de voir le système d'embrayage et de débrayage motorisé. Donc la gâche électrique et la serrure à peine dormant donc seront commandables par donc un terminal de contrôle commande, alors que la serrure à peine dormant, elle sera utilisable uniquement avec donc la carte Arduino, la carte électronique avec une carte Arduino donc, qui est fournie en plus du reste du système. Mais cela peut faire l'idée d'un projet, par exemple, pour relier, par exemple, cette gâche à notre terminal de contrôle commande. On fournit également donc un 4e actionnaire, donc qui est une ventouse électromagnétique, donc qui est fournie donc dans la mallette pédagogique, mallette que vous avez pu voir sur l'écran de Jackie tout à l'heure. Alors ensuite, donc on a également donc une carte électronique qui nous permet donc de nous permettre de commander certains actionneurs via donc le terminal ZKTECO. Donc la terminal ZKTECO qui est relié de ce côté de la carte. On y trouve également donc différents connecteurs qui nous permettent de brancher plusieurs types de composants, comme par exemple donc des lecteurs RFID, des systèmes Bluetooth qui nous seront utiles pour la partie projet. Donc nous avons également aussi donc un système un terminal de contrôle commande donc, qui est un ZKTECO donc qui se trouve ici.
Donc, ce terminal est un terminal donc, professionnel, donc, qui intègre 3 modes de contrôle. Donc, on va avoir un contrôle donc, par reconnaissance d'empreinte. On va également avoir un contrôle par badge RFID et également par code. Donc, ce terminal est également fourni avec un logiciel donc, sur PC et l'on peut communiquer à ce terminal de commande avec le PC via une liaison Ethernet de type TCP/IP. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble donc, ce logiciel. Donc, pour s'y connecter, il y a un mot de passe. Voilà. Et donc, lorsqu'on arrive sur cette interface, donc, on peut donc, rechercher donc, le matériel le terminal de contrôle commande pour pouvoir ensuite le programmer à distance. Et ensuite, on peut par exemple aussi contrôler à distance les portes et les serrures. Donc par exemple ici, donc moi là je me suis déjà connectée donc, à ma serrure. Donc si j'ouvre la porte, ça va marcher parce que je fais ça. Je ne suis pas connectée exactement. Donc vous pouvez ouvrir à distance donc les portes, voilà. Vous pouvez également donc créer à distance donc des accès au personnel et vous avez aussi la possibilité de créer différents types d'accès utilisateurs, d'accès type utilisateur. Donc on peut le faire via donc, le logiciel, mais nous pouvons également le faire directement sur le terminal. Donc par exemple sur le terminal ici, vous allez voir donc ici au niveau de user role, donc on peut choisir un type d'utilisateur normal ou un type d'utilisateur de type administrateur. Ensuite, on voit qu'on a différents types de contrôle d'accès. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la reconnaissance d'empreinte par badge RFID, par mot de passe. Alors l'avantage de ce type de terminal contrôle commande, c'est également qu'on peut choisir le niveau de sécurité. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut très bien n'avoir à ne présenter que son badge ou devoir présenter son badge puis taper son mot de passe ou les trois ou juste la reconnaissance d'empreinte. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Jackie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je vais prendre la main si tu veux. Comme, ouais, ça va. C'est à moi, non? Ouais, je vais te laisser continuer. Bon, alors il faut que je revienne. Si j'y arrive. Voilà, normalement vous êtes sur mon écran là. Ouais, bon. Vous voyez mon écran? Tout à fait. Bon, c'est parfait. Donc, simplement rajouter une ou deux choses. Là, comme vous l'avez vu, il y a une carte électronique là, que nous avons développée chez SET. Bon, cette carte, comme l'a dit Meryl, est destinée à plusieurs choses, notamment pour connecter, pour gérer, on va dire, certains actionneurs comme la serrure que vous voyez là, qui est la serrure à débrayage motorisé, c'est le type chambre d'hôtel que chacun connaît, je suppose.
Il y a un tout petit moteur qui permet d'embrayer, débrayer. Je vous ferai voir ça par la suite. Donc, cette carte permet de commander certains actionneurs qui ne sont pas gérés directement par le module, le terminal de contrôle-commande. Cette carte permet également de faire des mesures, notamment de tension, courant, etc., sur les différents actionneurs, sur la consommation du terminal, et ainsi de suite, de façon à avoir les consommations en énergie. Et ça peut être utile éventuellement pour certains projets de connaître évidemment les consommations si on veut réaliser un projet avec une alimentation autonome, par exemple. Alors, vous voyez ici toutes les possibilités de communication qu'on a mis en œuvre. Donc, vous voyez qu'on a du RFID, ça c'est l'existant qu'on a mis en œuvre. Hein. Donc, on a une commande d'alimentation du lecteur d'empreintes qui est sur cette carte qu'on voit ici. Alors, je ne veux pas trop la bouger, mais enfin bon, on y reviendra. Nous avons implanté un lecteur d'empreintes digitales de façon à l'avoir en permanence. Disons que à brancher, débrancher, ça peut poser des problèmes au niveau de la fiabilité de la connectique, on va dire. Donc, ce lecteur d'empreintes, dans une solution embarquée, on peut piloter son alimentation. Alors, je passe assez rapidement. Donc, nous avons les deux types de RFID, du RFID 125K, du RFID 13 MHz. Alors, ces cartes sont fournies dans la mallette pédagogique. Alors, on ne voit pas très bien, mais ici, par exemple, nous avons une carte RFID 13 MHz. Là, c'est la carte RFID 125 kHz. Alors, pourquoi on a mis les deux? Parce que la 125 kHz, c'est celle qui se trouve dans le terminal de commande. Donc, on a voulu fournir les deux modèles, sachant que le plus répandu, c'est le 13 MHz, c'est plus classique. Donc, nous fournissons les badges et ainsi de suite. Nous trouvons également un clavier série avec communication par I2C, on distingue ici ce clavier avec sa carte de communication I2C. Meryl en reparlera par la suite. Nous avons de la connexion Bluetooth qui est assurée par le software serial. Alors, je ne sais pas si je l'ai indiqué ici. Oui, là, voilà. Software serial, c'est un mode de communication série direct par Portcom. Et puis évidemment, c'est la communication entre la carte Bluetooth et la carte Arduino. Et puis évidemment, la communication Bluetooth va vers un smartphone ou quelque chose d'équivalent. Voilà, alors j'ai oublié d'en parler, mais il y a la RFID, par exemple, peut fonctionner avec le mode de communication SPI. Donc, j'ai dû oublier des choses, mais bon, peu importe. Tout ça pour montrer que nous allons chercher à développer au niveau de cette carte le plus possible, exploiter le plus possible les modes de communication disons, offerts par cette carte Arduino. D'ailleurs, nous l'avons choisie spécialement. C'est une Leonardo, comme vous le voyez, puisqu'elle avait l'avantage d'avoir, entre autres, un hardware serial, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est aussi une des fonctionnalités intéressantes. Voilà. Alors, je vais enchaîner. Alors, ceci, je vais réduire, puisque là, pour le moment, on n'en aura plus besoin. Donc, je vais enchaîner avec l'exploitation de ce système. Donc, il y a des activités, on va dire, de type travaux pratiques qui ont été développées. En particulier, je vais vous en montrer deux. Ils font appel à MATLAB Simulink. Et puis, ensuite, nous parlerons d'une autre pour terminer, enfin, pour ce qui me concerne. Donc, nous avons, par exemple, une activité qui consiste à travailler sur la gestion gestion du lecteur d'empreintes avec
diagramme d'état, puisqu'il s'agit d'un système à événements, comme vous pouvez le comprendre. Donc, nous allons observer ça directement dès que j'aurai démarré le modèle. Et puis, évidemment, dans le cadre d'une activité élève, ils ont à établir ce diagramme d'état par observation, par exemple, du fonctionnement du terminal de contrôle commande. Alors, ça met un peu de temps, mais ça va venir. Du moins, j'espère. Pas de souci. Donc, ça finit de démarrer. Alors, au passage, je ne vais pas le montrer aujourd'hui, mais nous avons également des activités, on va dire, à caractère plus mécanique, entre guillemets, qui font appel à une maquette volumique SolidWorks. Et comme vous allez le voir, nous avons importé la partie opérative qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie moteur et ainsi de suite, de notre serrure débrayage électrique. Et donc, on va pouvoir montrer l'animation qui va avec. Donc là, vous avez le diagramme d'état complet. Rapidement, hein, donc on détecte si le doigt est présent et puis si l'empreinte est OK. Alors, l'empreinte OK et NOK, ça c'est embarqué dans le lecteur d'empreinte. Ce n'est pas le système à événements discrets qui le gère. Donc, si elle est NOK, ça veut dire qu'elle ne correspond pas à une des empreintes préenregistrées. Si elle est OK, c'est que ça correspond. Et à ce moment-là, on va déverrouiller, puis reverrouiller. Donc, je fais juste la simulation. Là, je vais aller assez vite, mais c'est juste pour vous montrer les possibilités qu'on a développées. Alors, il faut que je... Voilà, là, j'ai lancé. Alors, je vais commencer par une empreinte NOK. Voilà, je vais me remettre comme. Alors, j'espère que. Voilà. Alors, là, on est en position initiale. J'ai une empreinte NOK. Je viens poser le doigt, donc je simule ça par un double clic là. Il y a alimentation du lecteur d'empreinte. Comme l'empreinte n'est pas OK, ça, comme je vous l'ai dit, c'est le lecteur d'empreinte qui le gère directement et qui envoie l'information. Ensuite, on va passer en empreinte OK. Et à ce moment-là, alors, est-ce que vous avez vu le fonctionnement? Là, c'est en train de dérouler. Je vais vous montrer après la vidéo quand ça a déverrouillé, verrouillé, puisque là, nous avons enregistré la vidéo du correspondant. Donc là, j'arrête et je reviens. Il ne faut pas que je fasse des clics de partout. Voilà. Donc, quand on est passé au déverrouillage, on a eu, voilà. Donc là, le déverrouillage, ça consiste à pousser sur ce petit poussoir qui va permettre d'embrayer la serrure. C'est-à-dire que là, je remets ma caméra, du moins j'essaye. Voilà. Donc, ça, c'est le côté intérieur. Je montre rapidement le principe parce qu'on travaille assez régulièrement dessus. Là, côté intérieur, comme vous le voyez, ça c'est l'intérieur de votre chambre d'hôtel. Vous pouvez manœuvrer la serrure quoi qu'il arrive. Par contre, côté extérieur, actuellement, la serrure est débrayée. Donc, comme vous le voyez, ça n'agit pas. Et quand je vais pousser sur ce
poussoir, là, donc c'est ce que fait le petit moteur que vous avez ici et qui correspond à ce que vous voyez à l'écran là, eh bien, on va observer que ça alimente le moteur. Voilà. Alors, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Alors, j'essaye de passer la vidéo. Je crois que j'aille trop vite. Parce que ça dure une fraction de seconde à l'alimentation. On attend 3 secondes et on réalimente le moteur dans l'autre sens pour redébrayer. C'est-à-dire que quand le poussoir est en bas, la serrure est embrayée. Donc, je vais vous le montrer directement. Voilà. Là, on ne voit pas trop, mais j'ai alimenté de façon à pousser vers le bas. Et là, la serrure est bien embrayée. Donc là, si je... Voilà. Là, on voit que de l'extérieur, on peut manœuvrer la serrure. Voilà. Et quand je réalimente le moteur dans l'autre sens, ce que je viens de faire, évidemment, la serrure est débrayée, donc je ne peux pas entrer dans le local. Donc ça, c'était un exemple de ce qu'on peut faire au niveau gestion de cette serrure à débrayage par moteur. Débrayage. Alors, j'ai une autre activité que je voulais vous proposer. Donc, évidemment, en liaison avec ça, comme je vous l'ai dit, il y a des activités autour de la maquette volumique qui sont prévues. Bon, ça aurait été un peu long de tout détailler, donc je vais. Alors, attendez, voilà. Je vais revenir à la suite de ce que je comptais vous montrer. Donc, nous avons ici, par exemple, une activité qui permet de modéliser justement, c'est toujours en lien avec cette serrure chambre d'hôtel, ça permet de modéliser le fonctionnement du moteur. En fait, la question, par exemple, ça va être d'évaluer les énergies nécessaires pour commander ce moteur. Tout ça, par exemple, comme je vous le dis tout à l'heure, dans l'objectif d'un travail sur projet, en liaison avec ça. Donc, on va faire, par exemple, un relevé. Alors ça c'est une démarche possible, hein. Il y en a d'autres, évidemment. C'est-à-dire que cette démarche-là, on pourrait demander à l'élève de la gérer directement dans le cadre d'un projet. Là, on en gère une partie dans le cadre d'un travail pratique, hein, qui concerne l'approche comportementale d'un produit. Donc, on se dit combien de temps on fait fonctionner ce moteur sur un cycle d'ouverture-fermeture, et puis évidemment, après, on va évaluer le nombre de cycles et ainsi de suite pour arriver à l'énergie. Alors, si on peut faire des relevés, donc voilà, un relevé qui montre que ce moteur fonctionne pendant 0,1 seconde. Et ça, c'est pour l'embrayage. De la même façon, pour le débrayage. Alors ça, ce sont des mesures qu'on a fait avec la carte, justement, Arduino, qui est disponible. Donc ici, nous avons le courant. Donc là, on voit qu'on a une pointe de courant. Et puis, c'est le démarrage du moteur, évidemment. Il s'agit d'un moteur à courant continu. Et ça, c'est la tension d'alimentation. Alors, on a le temps d'alimentation. Donc, c'était 0,1 seconde pendant 3 secondes. Alors, on peut se demander ensuite, est-ce que c'est trop long ou trop court? Alors, évidemment, il y a des chances que ce soit suffisamment long, mais on va observer que c'est justement beaucoup trop long par rapport à ce qui est nécessaire.
Alors, on a une vidéo. Alors, on a fait une vidéo spécialement. Il faut que je retrouve, voilà. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo du fonctionnement du mécanisme qu'on a fait faire par un laboratoire spécialisé, justement, qui est dans ma région d'ailleurs. C'est l'ONERA, qui fait des essais de soufflerie, et ils ont des caméras à haute vitesse. Donc là, on a un film à 1000 images par seconde qui nous permet d'observer ce qui se passe. Alors là, je vais passer assez vite, mais c'est juste pour vous montrer ce film. Alors l'idée, c'est qu'on sait qu'on a 1000 images par seconde. Là, on arrive à compter le nombre d'images qui passent pour faire fonctionner. Évidemment, chaque image dure 1 millième de seconde, donc 1 milliseconde. Alors, bon, j'arrête là. Si on a bien compté, on s'aperçoit qu'on est à, il faut faire 2,5 tours et ça dure 27 images. Alors évidemment, les élèves peuvent faire ça, puisqu'on fournit le film. Donc, et on s'aperçoit en fait, là je fais défiler, vous voyez, là je pousse le poussoir et ça dure, comme je vous l'ai dit, 27 images. Et ensuite, on continue à alimenter. Autrement dit, on peut déjà constater qu'on alimente pendant pas mal de temps pour rien. C'est le vrai fonctionnement du produit. Donc, comme je vous l'ai dit, pour optimiser une solution, c'est là qu'on va pouvoir réfléchir à cette problématique. Alors, dans cette activité, donc, déverrouillage, 27 images, 1000 images par seconde, ça fait 0,027, donc 27 millisecondes. On a pu observer également que le moteur, ça c'est juste accessoire, mais non, c'est pas accessoire, c'est-à-dire qu'en fait on a pu observer que l'alimentation, on l'a vu précédemment, elle durait 100 millisecondes. Par contre, le moteur, lui, fonctionne pendant 150 millisecondes. Donc, il y a évidemment le ralentissement une fois qu'on a coupé l'alimentation. Bon, on a une durée de fonctionnement qui est nettement trop grande, puisqu'il nous faut 27 millisecondes. Et là, il fonctionne en tout 150 millisecondes. On va dire qu'on a 100 millisecondes utiles. Alors, on peut essayer, ça peut faire l'occasion de voir un peu ce qui se passe sur le plan physique. En fait, en prenant le graphe caractéristique du moteur, on peut dire combien de temps il est censé mettre pour faire les 2,5 tours, d'après les calculs de physique. Alors, si on utilise des formules de base, je vous fais grâce des calculs, c'est des calculs très simples, c'est du U égale E plus RI, connaissant la constante de FM, on en déduit le temps qu'il va mettre pour faire les 2,5 tours. Alors, d'après les formules de base, il est censé mettre 10,7 millisecondes pour faire 2,5 tours. Alors que là, dans la vidéo, on a vu qu'il y avait 27 millisecondes. Donc, il y a quand même un rapport de 2,5. Ce ne sont pas les imprécisions de mesure qui peuvent expliquer le rapport de 2,5. Donc, c'est là que si on veut un peu affiner, pourquoi est-ce que la formule de physique ne fonctionne pas? Donc, on avait développé un petit modèle qui permettait de… Alors, voilà, access 1, oui, c'est ça. Voilà, multiphysique. Alors, théoriquement, c'est celui-ci. Oui. Donc, nous avons un modèle qui va intégrer le moteur et ainsi de suite. Et là donc, on a notre signal de commande, voilà, qui dure 100 millisecondes. Signal de commande, évidemment, d'alimentation du moteur. Là, il y a un relais, une source 12 volts, le moteur à courant continu, que voici.
et puis la chaîne cinématique qui va avec. Alors, toutes ces valeurs, évidemment, ne sont pas pifométriques, entre guillemets. Hein. On a procédé à une identification assez poussée des différentes grandeurs qui vont autour, l'inertie, les frottements, etc. On a monté un petit banc d'essai pour ça. Et puis là, on pilote la partie opérative et on va regarder ce qui se passe. Le but étant évidemment de justifier pourquoi il nous a fallu 27 millisecondes au lieu de 10 millisecondes. Alors évidemment, si on demande à des élèves de travailler là-dessus, là, mes explications durent quelques minutes. Vous imaginez bien que niveau travail élève, ça risque d'être un peu plus conséquent. Mais donc, il y a des investigations qu'on peut faire pour justifier ensuite Parce que si on a calculé 10 millisecondes, par exemple, et puis qu'on dit, ce n'est pas la peine de commander pendant 100 millisecondes, je vais mettre 10, on va s'apercevoir que ça ne pourra pas fonctionner. Et pourquoi? C'est là qu'on va pouvoir l'observer à partir du modèle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on retrouve le U-moteur et le I-moteur qu'on avait mesuré sur le vrai système. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que, en fait, dans la formule qui est de physique de base dont j'ai parlé tout à l'heure, on considérait que N moteur était constant. En fait, la vitesse par était constante. La vitesse par de 0, elle n'atteint pas le régime établi instantanément. Donc, on s'aperçoit en fait que pour faire les 2 tours et demi, vous voyez, là je compte le nombre de tours, tout ça, ça a été aménagé dans le modèle. Hein. Ici, j'ai une sonde oméga θ dans mon modèle, et là j'ai la vitesse angulaire, on dit N moteur, et puis là j'ai le déplacement angulaire, donc qui va me permettre d'établir le nombre de tours. Et je m'aperçois, par exemple, que, alors, il faut que je prenne ma loupe. Alors là j'ai donné tout le graphe, mais si je veux aller regarder un peu finement ce qui se passe, sauf que là, j'ai fait trop finement. Voilà, on va faire comme ça. En fait, nous avons 2 tours et demi à faire. Et 2 tours et demi, on s'aperçoit qu'on met bien environ 27 millisecondes. Alors pourquoi? Eh bien, évidemment, à interpréter, c'est relativement simple, c'est-à-dire que notre moteur ne fonctionne qu'en phase de démarrage pour piloter l'embrayage, débrayage de la serrure. Il est tout le temps en régime transitoire, il n'atteint pas de régime établi. Donc, les temps qu'on calcule ne sont pas calculables avec la formule de base déduite de U égale E plus RI. Là, il faut aller chercher plus avant avec les équations différentielles qui vont caractériser le temps pour atteindre telle ou telle vitesse et qui tiennent compte évidemment, entre autres, de l'inertie du système. Si par exemple, et puis là, juste pour finir sur cette observation, on voit bien que N moteur ne tombe pas à zéro, la vitesse moteur ne tombe pas à zéro instantanément. Là, on a coupé l'alimentation et il va mettre un certain temps qui correspond environ aux 0,15 secondes qu'on avait observé. Alors, on peut au passage montrer l'influence de telle ou telle grandeur. Par exemple, l'inertie qu'on avait mesurée, si on la modifie, c'est elle qui va jouer essentiellement sur les temps de démarrage. Si là, au lieu de mettre 1,8, je mets 2,8, alors c'est faible, 2,8 exposant à moins 8, c'est faible, mais ça joue. Là, j'ai presque multiplié l'inertie par 2. Voilà. Et donc là, on voit évidemment que le ralentissement est beaucoup plus long. Alors, au niveau montée en vitesse, je ne sais pas. Là, j'ai fait ça un peu, ça devrait jouer, mais pas forcément tant que ça.
Si, ça joue quand même. Vous voyez, pour faire 2,5 tours, on n'est plus à 27 millisecondes, mais on est à 30 et 33. Donc voilà, là c'est un exemple également d'exploitation de modèles pour en déduire certaines caractéristiques de fonctionnement. Donc, partant de là, on saura que notre moteur, si on veut le faire fonctionner correctement, il faudra l'alimenter au moins 27 millisecondes. Enfin, si on considère qu'on ne fait que la phase on va dire active pendant laquelle le moteur est alimenté. Si on prend un peu de marge, on peut faire 35-40 millisecondes. Autrement dit, on peut réduire la durée d'alimentation du moteur, tout ça dans l'optique, comme je vous l'ai dit, d'une solution en alimentation autonome sur pile ou sur batterie, qui fait d'ailleurs l'objet d'un petit cahier des charges de projet. Voilà, donc là-dessus, je vais juste... Alors, je ne ferme pas MATLAB. Donc, j'ai indiqué là l'approche énergétique, évidemment. Donc, les élèves, on peut leur demander au passage de mettre en place les moyens de mesurer l'énergie sur le modèle. Alors, évidemment, on peut aussi ensuite l'envisager sur le réel, partant d'un applicatif Arduino, puisqu'on a la tension courant, on peut aller chercher l'énergie qui correspond. Voilà, alors ça c'était une autre activité. J'ai une troisième activité à vous proposer, alors qui concerne les empreintes digitales, puisque c'est un élément qui est assez important dans notre produit, là, puisque c'est un des moyens de contrôle. Et sur les empreintes digitales, on trouve pas mal de littérature. Et là, on peut faire investiguer les élèves, toujours dans l'idée d'un projet pour voir comment on gère ce traitement d'empreintes digitales. Il y a par exemple des applicatifs sous MATLAB qui sont tout faits et qui sont disponibles d'ailleurs, et puis qu'on nous fournissons parce que nous les avons un peu adaptés à notre produit là. Donc, rapidement, comment c'est fait, et puis, comme je l'ai dit, au niveau élève, ils peuvent exploiter toutes ces indications pour reprendre des fonctions qui existent déjà dans le traitement fait par MATLAB. Donc, comment se passe la lecture d'empreintes digitales? Donc, on a une première phase qui s'appelle l'enrôlement. Donc, enroll en anglais. Donc, on met le doigt sur le lecteur d'empreintes. Il y a une photographie qui est faite sous forme d'image numérique. Ce sont des pixels en niveau de gris, nous verrons ça ensuite. Le traitement de cette image pour en extraire les minuties, c'est-à-dire les caractéristiques graphiques spécifiques de chaque empreinte. Alors, il existe deux types de minuties qu'on reverra, qu'on voit ici, c'est-à-dire que une minutie, c'est soit une terminaison, autrement dit une vallée qui se termine, ou une bifurcation. Et puis, cette minutie est caractérisée également par sa position et son angle, ou ses angles, si c'est une bifurcation, ses angles d'orientation, sa position dans l'espace, évidemment, puisque pour empreinte, il faut connaître où est chaque minutie, quel type de minutie on a, où elles sont et avec quel angle. Ensuite, la deuxième phase, une fois qu'on a une empreinte enrôlée, on fait la recherche de correspondance, ça s'appelle le matching, c'est
ça a été francisé, matcher, on l'entend assez souvent, donc notamment en parlant d'ADN ou de choses comme ça. Donc le matching avec d'autres empreintes mémorisées et évidemment le matching, sauf si c'est exactement la même empreinte, le matching est rarement de 100%. Donc il y a ce qu'on appelle un indice de corrélation, un niveau de corrélation ou un score de corrélation entre les empreintes. Et puis on peut définir un seuil, puisque même si on a enrôlé notre empreinte, la semaine d'après, l'état des doigts n'est pas exactement le même, et ainsi de suite. Donc, si on cherche à chaque fois un score de 100%, ça peut ne pas fonctionner vraiment bien. Donc, on peut définir ce qu'on appelle un score, par exemple de 0,7, et on considère qu'au-dessus de ce score, il s'agit de la même empreinte, et au-dessous, non. Alors voilà le détail de la chose. Donc ici, tiens, il y a un L en texte. Voilà. Le détail de la chose, on a les différentes étapes de l'enrôlement. Donc là, vous avez la photo. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire une photo avec le smartphone. Hein. C'est un lecteur particulier qui émet une lumière particulière avec un certain angle, ainsi de suite. Donc ça, c'est la photo du lecteur d'empreinte. Vous avez la binarisation. Donc là, on avait des niveaux de gris. Là, on passe en binaire. Ça s'appelle comme ça parce que c'est de la binarisation. Là, on n'a plus que du noir et blanc, pour faire simple. Donc les crêtes sont en noir et les creux sont en blanc. C'est comme ça. Ensuite, on a l'affinage. Alors là, c'est un peu, bon, on voit à peu près. L'affinage, ça consiste à réduire toutes les crêtes, qui pouvaient être plus ou moins larges, à la taille avec une largeur d'1 pixel, pour pouvoir faire l'analyse par la suite. Donc tout ce qui est terminaison, bifurcation, ne fera que 1 pixel de large. Voilà, donc la quatrième étape, le type, la position des minuties. Alors là, on voit qu'évidemment, sur le pourtour, il faut bien que ça s'arrête. Le lecteur d'empreinte ne fait pas le tour du doigt, évidemment. Donc, on a plein de minuties, en fait, qui n'en sont pas. Donc, on a la définition de ce qu'on appelle the region of interest. Donc, on élimine, entre autres, tout ce qui est périphérique, par exemple. Et puis là, vous avez, alors là, j'ai grossi. Là, on voit, par exemple, une terminaison avec on voit un petit trait qui représente l'angle. On a, alors ça, c'est en rouge. Là, on voit une bifurcation avec 3 petits traits qui correspondent chacune à un angle, et ainsi de suite. Voilà. Et puis, pour faire l'archivage de tout ça, généralement, on n'a pas besoin d'archiver des photos, enfin des choses dans ce goût-là. On va traduire tout ça en fichier texte avec les terminaisons, donc avec les coordonnées géographiques de la terminaison, de l'angle. Et pour les bifurcations, on a les coordonnées, chacun des 3 angles correspondant évidemment à la bifurcation, puisque la bifurcation, dans les empreintes digitales, c'est 3 traits, hein, c'est 3 crêtes. Et on n'a pas 4 ou 5 crêtes sur une bifurcation dans les empreintes digitales, du moins à ma connaissance. Voilà. Donc, tout ça peut se faire avec, comme je vous l'ai dit, un traitement d'image par MATLAB. Alors, je vous montrerai après l'outil qui permet d'acquérir l'image de l'empreinte. Donc, il faut que je revienne à empreinte digitale. Empreinte digitale. Voilà, donc là, j'ai un exemple. Donc là, il s'agit simplement de traiter une empreinte. Là, il n'y a pas de matching. Donc, il s'agit de fichiers MATLAB. Ce sont des fichiers en code MATLAB.
Donc, c'est celui-ci que je vais… Alors, juste, on peut regarder comment il est fait, puisqu'il utilise toutes sortes de fonctions, évidemment, qui sont déjà intégrées, qui concernent le traitement d'image et qui sont intégrées dans MATLAB. Donc là, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui les ai écrites, hein, on les a aménagées pour certaines choses. Donc voilà, on utilise toutes sortes de fonctions. Voilà. Alors, on reconnaît certaines commandes. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît? Voilà. Ça permet de… Skeleton, c'est le squelette. Hein, c'est normalement la… Ah non, c'est pas ça, c'est plus loin. Bon, je vous passe le détail parce que c'est relativement long. Enfin, on a toutes sortes de fonctions qu'on peut analyser. C'est expliqué d'ailleurs. Donc là, je vous fais un run pour vous montrer comment va fonctionner alors, on charge une image, par exemple. Alors là, vous avez le doigt factice, j'en reparlerai. Ça, c'est le doigt qu'on vous fournit. Non, je vais vous en parler tout de suite parce que je risque d'oublier. On vous fournit un doigt, je vous le montrer à la caméra rapidement. Non, je vais essayer de le montrer. Non, je n'arrive pas. Donc, on vous fournit un doigt factice, tout ça parce que pour faire de l'enrôlement, il est interdit d'enrôler les empreintes d'élèves, par exemple, ou de récupérer des données, on va dire, génétiques d'élèves. Et donc, on vous fournit un doigt factice qui, évidemment, a des empreintes pour pouvoir faire de l'enrôlement dans le lecteur d'empreintes, par exemple. Évidemment, après, l'élève peut utiliser sa propre empreinte pour comparer avec le doigt factice, mais dans ce cas-là, son empreinte n'est pas enregistrée. Donc voilà pour l'histoire du doigt factice que je vous montrerai par la suite. Donc empreinte, par exemple, là je vais faire le traitement d'image sur… Alors, ça y est, voilà. Donc traitement d'image sur cette empreinte. Donc là, on peut définir un seuil de binarisation. Donc, je rappelle, c'est le seuil, la binarisation, ça consiste à… Là, on est en niveau de gris, ça consiste à passer en noir et blanc. Donc voilà, donc là, vous avez le noir et blanc. Ensuite, l'affinage, entre guillemets, donc qui permet d'avoir les crêtes, d'ailleurs qui étaient en noir, elles passent en blanc, elles font toutes 1 pixel de large. Et là, on peut voir, par exemple, qu'on a des bifurcations, des terminaisons, et ainsi de suite. Là, on fait la recherche de minutie. Donc, c'est ce fichier-là hein, qui fait tout ça, évidemment. Donc, voilà toutes les minuties qui ont été détectées, dont, évidemment, tout le tour, on a des terminaisons, comme je vous l'ai dit. Et on a un premier filtrage, alors je vous passe le détail, mais qui permet d'éliminer des minuties qui semblent pas pertinentes. Et puis, on a la définition d'une zone d'intérêt, region of interest. Alors, ça peut être soit automatique, soit manuel. Je peux le faire à la main, c'est-à-dire là, je vais tracer une zone. Plus simple, c'est de le faire en automatique. Voilà. Donc, ce que vous voyez qui reste là, alors en rouge, ce sont des terminaisons, en vert, ce sont des bifurcations. Donc ça, ce sont les minuties caractéristiques de cette empreinte qui ont été détectées par l'applicatif MATLAB. Et puis là, il reste à définir l'orientation. Donc là, on ne voit pas très bien, mais tout à l'heure, je vous l'ai montré. Là, on a des petits traits qui correspondent aux angles. Et puis, on peut faire l'export de ces minuties dans un fichier texte. Et puis, ce fichier texte, on l'a là-dedans. Il s'appelle empreinte, si j'ai bien vu, mais il a une date. Donc, c'est celui que je viens de sortir, là, où on a la liste. On avait 32 terminaisons, 12 bifurcations, et là, on a les caractéristiques de toutes ces données. Voilà.
Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec un logiciel donc, de traitement d'image, avec des fonctions de traitement d'image de MATLAB. Alors, je vais fermer MATLAB parce que normalement, j'en ai plus besoin. Je vais juste simplement vous montrer maintenant comment on peut faire l'acquisition d'une image. Alors, ça se ferme, oui. Voilà. Donc, l'acquisition d'une image. Donc, je vais utiliser. Alors, on peut utiliser soit. Alors, c'est une image. Je vais réduire ici. C'est une image que je vais acquérir sur mon lecteur d'empreintes, là, qui est fourni, donc qui est déjà installé, câblé, prêt à fonctionner. Donc, je reviens à… Alors, il y a deux possibilités. C'est soit on peut le faire entièrement en code Arduino, éventuellement on pourrait aussi l'envisager d'ailleurs en Python. C'est Meryl qui reprendra la parole par la suite. Donc, on peut faire ça directement dans Arduino ou on peut le faire avec un applicatif Windows qui est fourni. Alors, pour utiliser cet applicatif, il faut charger quelque chose dans la carte Arduino pour assurer la communication directe entre le lecteur d'empreintes et le PC. Et là, la carte Arduino ne sert que d'aiguillage. Donc, j'ai ceci, je vérifie qu'il ne me manque rien, parce que là, vous voyez, en particulier, il faut que j'alimente mon lecteur, sinon il va s'éteindre. Donc, je téléverse. Alors, je vérifie quand même que je suis bien sur le bon port-com. Ouais. Donc, je vais téléverser. Donc, c'est un applicatif spécial communication directe entre lecteur d'empreintes et le PC. Donc, et ensuite, nous utiliserons l'applicatif Windows qui fait ça. Alors, j'espère que ça va marcher. Théoriquement, ça devrait. Ce qu'il y a, c'est que comme j'étais dans MATLAB précédemment, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Il faut que je le déconnecte parce qu'il s'est connecté à MATLAB. Donc, je vais connecter et connecter pour qu'elle soit reconnue à nouveau. Sinon, MATLAB n'a peut-être pas redonné la main. On est bien. Voilà, donc là, comme vous le voyez, ça c'est bien fini. Ça, c'est quand on jongle entre différents logiciels qui ont tendance à se connecter au périphérique. Donc là, j'ai bien téléchargé cet applicatif. Ensuite, au passage, vous avez peut-être vu j'utilisais le COM3. Donc, je lance cet applicatif Windows maintenant, qui permet donc de faire toutes sortes de choses. Je vais vous le montrer assez rapidement. Donc, ici, je vais établir la connexion en COM3. Voilà. Donc, Open Device Success. Et là, par exemple, je vais pouvoir, par exemple, c'est là que je vais vous le montrer, utiliser le fameux doigt factice qui se bat. Le doigt factice, c'est celui-là. Alors, ce doigt factice, il a la particularité. Alors, ça, c'est un doigt de magicien qu'on trouve sur Internet, mais celui-là a la particularité qu'on lui a. Enfin, c'est pas gravé, c'est moulé des empreintes digitales. Alors, c'est des empreintes digitales d'un inconnu, comme le soldat. Voilà. Donc, théoriquement, ce doigt factice a déjà été enrôlé. Donc, par exemple, je vais pouvoir faire du search, c'est-à-dire que je vais lui demander de voir si l'empreinte que je vais mettre est déjà en mémoire. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai mis mon index qui n'est pas en mémoire. Alors, théoriquement, si je mets le doigt factice, ça devrait matcher. Ah non, j'ai mal mis.
Je recommence. En principe, il a été enrôlé. Donc. Voilà, ça a été bien. Vous voyez, donc Fine Same Finger, donc il a bien été reconnu, donc ce doigt a bien été enrôlé. Évidemment, je rappelle, normalement, c'est le seul doigt, entre guillemets, qu'on a le droit de mémoriser. Les données biométriques, interdiction de les mémoriser par la CNIL, sinon on est hors la loi. Voilà. Alors, partant de là, on va pouvoir faire juste rapidement, par exemple, je peux faire de l'enrôlement. Donc, je peux aller, donc, si vous voulez, je vais simplement enrôler un de mes doigts rapidement. Je vais donner une adresse qui n'est pas celle qui est déjà utilisée. Je vais dire la 1. Voilà. Et ici, vous voyez, voilà, je mets mon doigt. Alors, pour un enrôlement, il y a 2 prises d'image. Et là, j'ai demandé Preview. Donc, on voit la tête de mon empreinte digitale. J'espère qu'on ne va pas me la pirater. Donc, il faut refaire la manip. Enfin, de toute façon, ça ne suffira pas. Alors, voilà. Voilà. Donc, vous voyez que mon index a été enrôlé. Donc, ici, on peut faire également, donc, on peut faire de la capture. Voilà. Donc, c'est là qu'on va générer un fichier bitmap. Alors, très bien. Oui. Je remets je suis un peu de côté, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, là, j'ai un peu bougé, enfin, peu importe. Donc, voilà, cette image-là qui correspond au doigt factice, je peux la sauvegarder sous forme de fichier bitmap que je pourrais ensuite traiter, comme je vous l'ai montré, avec MATLAB, par exemple, ou d'autres outils. Bon, il y a d'autres possibilités que je passe. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on peut également faire toutes ces manipulations directement dans Arduino avec les bibliothèques associées à ce lecteur d'empreintes. Comment dire, faire de la reconnaissance d'empreintes, de l'enrôlement, et ainsi de suite. Bon, je vérifie par rapport à ce que j'étais censé exposer. Alors, technique. Bon, mais je crois que j'ai à peu près fini là, dans l'immédiat. On est en plein dans les temps. Je reviendrai éventuellement. Donc, je pense qu'on va repasser la parole à notre amie Meryl, qui est très modeste, mais tout à l'heure, elle a quand même oublié de dire qu'elle est ingénieure en informatique. Et donc, les développements Python et assimilés, c'est quand même un peu son domaine de compétence. Voilà. Voilà. Alors, si Meryl veut reprendre la main sur son PC, il faut, ou alors on reste comme ça, je ne sais pas. Oui, je vais juste reprendre un peu la main, j'en ai pas pour très très longtemps. Si Jackie, tu peux. Donc, Jackie, il faut que tu arrêtes. Faut que je dégage. Il faut Voilà. que tu fasses arrêter. S'il te plaît. Arrêter. Voilà. Merci. Super. Hop. Voilà. Donc, comme Jackie l'a dit tout à l'heure, on peut également donc utiliser donc la carte Arduino donc pour des projets. Notamment, donc là, je vais vous présenter rapidement donc un projet avec lequel je vais utiliser donc le lecteur d'empreintes que Jackie vient d'utiliser avec un module donc Bluetooth qui est fourni dans la mallette pédagogique. Et donc, le but de ce mini-projet, ça va être via la carte, lorsque l'on va présenter donc une empreinte sur le lecteur d'empreinte,
La carte Arduino va récupérer les informations et les transmettre donc à un programme Python qui va, suivant l'information qui lui arrive, renvoyer au module Bluetooth donc une information qui va être communiquée donc sur le téléphone. Donc pour cela, pour développer donc le programme Python, j'ai utilisé pour ma part la plateforme donc Spyder, donc qui est un environnement de développement Python qui est libre d'accès. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Il est assez facile d'utilisation puisque donc nous avons ici sur la gauche donc le programme Python que l'on rédige et l'on peut lancer via une console Python donc qui pour ce coup-ci tourne sur le PC et voir donc les résultats du programme Python. Donc j'ai implémenté donc sur ma carte Arduino donc un petit programme Arduino qui va lire l'empreinte et qui va ensuite transmettre ces informations donc via le port C. Et donc si on démarre donc l'application donc en attendez. On a l'invitation sur Spyder. Voilà. Donc là, j'ai démarré. Donc si je passe mon doigt, voilà. Donc là, il a bien détecté l'empreinte et le module Bluetooth donc a envoyé un message donc à une application qui est Bluetooth Terminal, donc qui est une application également gratuite. Et là, on a bien le message OK qui a été transmis, qui confirme que c'est la bonne empreinte qui a été détectée. Là, dans ce cas, je mets donc, par exemple mon doigt. Donc, un message KO qui va être envoyé. Et sur mon téléphone, je vais avoir un KO aussi qui va être affiché. Donc voilà un exemple, par exemple, de petit projet où on va pouvoir allier donc le contrôle d'accès et on va allier le contrôle d'accès donc aux technologies connectées comme le Bluetooth et donc rendre ce système d'accès, de contrôle d'accès donc connecté. Donc il y a d'autres modules également qui sont fournis donc dans la mallette pédagogique, donc des badges, des lecteurs de badges RFID. Et qui peuvent être utilisés donc via des liaisons SPI ou I2C. Et on fournit également donc un clavier qui va permettre de reproduire le clavier que l'on trouve sur le terminal de commande de la ZK-Teco qui communique en I2C. Donc après, ces connecteurs ont volontairement été laissés libres d'accès pour pouvoir implémenter d'autres modules que vous pouvez avoir avec vous et qui peuvent permettre ainsi de développer plusieurs types de projets différents. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je voulais revenir tout à l'heure, juste 30 secondes, sur la manipulation que j'ai voulu faire au niveau d'ouverture à distance via le logiciel du PC de la ZK-Teco. Donc ça n'a effectivement pas fonctionné parce que j'ai dû juste avant le début de ce webinaire changer de réseau pour avoir une connexion plus stable. Et ce qui fait que je n'ai pas changé de réseau également dans le terminal de commande. Donc voilà. Voilà. Donc Très pour ma bien. part, c'est fini. J'ai un petit quelque chose à rajouter là. Oui, j'ai dit. Non, mais je te laisse terminer. Si vous avez des questions aussi, des questions, n'hésitez pas à poser. Hein. Voilà. Bon, juste quelques secondes, là, je peux? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, quelques secondes pour revenir sur l'aspect projet. Donc, oui.
dont on a parlé. Donc, si on revient sur une solution autonome là, concernant la serrure type chambre d'hôtel, donc nous avons vu la caractérisation du fonctionnement du moteur avec sa consommation et ainsi de suite. Donc, si on veut une solution embarquée, ensuite, il va y avoir une réflexion à faire sur la carte de commande. Donc, il existe des cartes très basse consommation avec un mode sleep, donc endormi, réveillé, donc pour évidemment diminuer la consommation. Et on peut également rajouter de la communication Bluetooth avec une évaluation de toutes ces consommations. Donc tout ça, ça peut faire l'objet d'un projet qui pourrait être intéressant, notamment en fin de première, STI 2D ou autre, ou sur des projets plus conséquents en terminale. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser. Pour mettre en avant toute cette exploitation au niveau projet, avec les différents actionneurs disponibles, puisqu'on a beaucoup parlé de la serrure débrayable, mais il y a également un travail comparatif à faire entre avec la serrure à peine piston que vous a montré tout à l'heure Meryl, et puis le type gaffe électrique ou ventouse électromagnétique, tout cet aspect fonctionnement, consommation, et ainsi de suite, qui permettent d'établir évidemment des comparatifs au niveau mise en œuvre, consommation, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Et donc, comme je vais conclure pour ce qui me concerne, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous avoir intéressé. Voilà. En vous souhaitant une bonne continuation, une bonne reprise pour ceux qui vont reprendre éventuellement dans quelques temps. Eh ben, on te remercie beaucoup, Jackie. Hein, c'était super intéressant. Encore une fois, pour ma part, j'ai appris plein de choses. Donc, ces webinaires sont vraiment quelque chose que j'apprécie aussi, moi, en tant que spectateur. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Laurent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Je n'ai pas vu beaucoup de questions passer, donc j'ai répondu. C'était de l'ordre du détail, donc il n'y a pas eu de souci majeur à ce niveau-là. Nous ne sommes pas très nombreux, donc si vous voulez lever la main, à la rigueur, on peut faire une petite séance là, une dizaine de minutes à l'oral, hein, c'est avec plaisir. Alors, une question sur le niveau. Pour quel niveau donc, le système, le but de. Nous, on a surtout ciblé sur un niveau STI 2D première terminale, sachant qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes à exploiter également en sciences de l'ingénieur ou en NSI, voire en seconde. Ce n'est pas un système dédié seconde ou c'est pas ce que je suis en train de dire. Il est très pertinent le système en STI 2D. Il peut être pertinent après en complément sur les autres sections que je viens de citer. Voilà. Tu valides, Jackie? Oui, mais bien sûr. Il y a comme on l'a dit, il y a pas mal de travail à base d'informatique, par exemple, mais pas que, puisqu'il y a également des développements au niveau de la mécanique. J'ai oublié d'en parler, par exemple, on a fourni le truc électromagnétique. La ventouse électromagnétique, j'étais en train de chercher. La fatigue, là, je commence à se faire sentir. Donc, la ventouse électromagnétique n'a pas été montée. À l'origine, on pensait la monter sur le bâti de porte, mais on l'a laissée dans la mallette pédagogique, puisqu'on peut envisager, par exemple, de caractériser sa caractéristique principale, c'est que c'est une ventouse 60 kg. Donc, on peut imaginer de fabriquer un petit banc de mesure pour valider ou pas ces 60 kg. Donc, il y a des choses sur le plan mécanique qui sont envisageables. De même, dans le cadre de projets, comme je l'ai dit, sur une solution autonome, on peut réfléchir puisque ça existe tout fait, évidemment,
On n'a pas inventé la serrure chambre d'hôtel, comme tout le monde l'a bien compris, mais on peut réfléchir à l'aspect design, construction d'un boîtier, etc. Donc, en liaison avec tout ce développement, on va dire, d'autonomisation de cette serrure. Voilà un peu des exemples qu'on peut envisager. On a une question qui est dans la même veine, Jackie, sur quels sont les prérequis pour effectuer les activités? Il y a des activités qui sont assez facilement abordables dès la première, hein, notamment sur par exemple sur alors tout dépend de où on veut aller. Par exemple, si on veut simplement caractériser le moteur, moyennant, disons, un peu une découverte de l'outil MATLAB Simulink. Ensuite, il s'agit simplement de l'exploiter, hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. Pareil pour les diagrammes d'état. Comme on a pu le constater, c'est c'est plutôt simple, donc ça peut faire l'objet d'une activité assez tôt dans le cursus. Après, même sur traitement d'image, pour compléter ça, sur traitement d'image, c'est au programme des SNT, quelque chose qui pourrait être envisageable également à ce niveau-là. On ne l'a pas traité comme tel, mais on pourrait le faire. On a une question par rapport à l'utilisation de MATLAB. Alors, effectivement, on utilise beaucoup MATLAB. On le voit ici, la richesse de l'outil est importante. On ne fournit pas pour ce produit-là, si je ne dis pas de bêtises, de modèle Scilab, tout simplement parce qu'il ne permettait pas de faire tout ce qu'on a pu faire avec. On l'a vu au niveau de l'intégration de la mécanique sur le diagramme d'état, où on voit tourner la mécanique en direct. Ça, ce n'est pas des choses qu'on sait faire avec Scilab. Donc, ce n'était pas pertinent de refaire des modèles pour une ou deux activités. Comme l'a dit Jackie, au niveau du traitement d'image, on a réexploité des éléments que fournissait MATLAB. Donc, c'est vrai que pour ce produit-là, contrairement à d'autres qu'on a, le robot optique ou le système l'Astrolab, où on peut développer aussi le modèle Scilab quand ça peut être pertinent. Là, pour les activités qu'on a développées, on n'en voyait pas d'intérêt. Donc, pour répondre sur MATLAB, c'est vrai que ce n'est pas une solution qui est gratuite, mais c'est quelque chose qui est très abordable. Et donc, je vous invite à vous rapprocher d'Ascension, qui n'a pas pu participer au webinaire aujourd'hui, de chez MathWorks. On peut vous donner ses coordonnées. Et donc, c'est une licence établissement annuelle pour quelques centaines d'euros où les élèves ont le droit d'essayer chez eux et ce genre de choses. Donc, on n'a pas d'action chez MathWorks. Par contre, ils sont très disponibles et ils nous aident dans le développement. Et là, pour le coup, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, je pense que, si je ne dis pas de bêtises, Jackie, sur Scilab, on aurait eu quelques difficultés à le faire. On peut en faire une partie, mais bon, notamment l'intégration de la mécanique, pas simple. Voilà. Une autre question, les modèles de simulation sont-ils open source? Non. Voilà. Par contre, tout ce qui est il y a la partie traitement d'image. Voilà, hein, tout à fait, voilà. Ouais, toute la partie, c'est ce que j'allais mais dire. on l'a quand même aménagé, c'est-à-dire que si on trouve ça en cherchant bien dans chez MathWorks, tout ça, il y a des choses, mais notamment on a travaillé avec Ascension Visigno-Coutry, donc qui est ingénieur MathWorks, et il a fallu faire on va dire des aménagements pour que ça fonctionne correctement. Voilà. Après, il y avait une demande également sur, je ne sais pas si tu l'as vu passer, Laurent, sur le prix du système. Je ne sais pas bon. Mérite, tu as le prix sous les yeux? Je ne sais pas. Non, je n'ai pas le prix. On répond d'ici 2 minutes. Voilà. Alors après, pour M. Jacques Durand, les activités autour de la mécanique et de la maquette, oui, il y a des activités autour de la maquette numérique et de la mécanique. Hein. C'est bien ça, Jackie? Oui, bien sûr, ce que disait Jackie, c'est vrai qu'on était très centré autour de l'électronique aujourd'hui, mais comme l'a dit Jackie, après on fera des projets en méca pour de l'intégration ou ce genre de choses, également des activités en mécanique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est M. Jacques Durand qui l'a demandé, on peut vous renvoyer par mail après derrière la liste des activités. Comme ça, vous pouvez jauger
les différentes possibilités avec le système. La serrure chambre d'hôtel est entièrement maquettisée sous SolidWorks. Et elle est fonctionnelle, ce n'est pas un simple dessin. C'est-à-dire qu'on peut animer toutes les pièces, ce n'est pas simple. Ce n'est pas que la partie moteur, hein, comme je l'ai dit. Il y a toute la serrure qui fonctionne en maquette numérique SolidWorks. Qu'est-ce que Je crois qu'on a fait un petit peu le tour, des questions. On m'a posé une autre question. Voilà. Il y a eu des problèmes chez certains de connexion. Donc, elle sera sur YouTube concernant l'ERM ce soir, voire demain maximum. J'essaierai, même si c'est un peu férié. Et j'avais un dernier mot. Vas-y, Jackie, vas-y. Juste un dernier mot, parce qu'on n'en a pas parlé. Évidemment, il y a toute la description 6ML qui va avec ce système. En fait, on en a 4, puisqu'on a 4 possibilités d'actionneurs. Donc, en fait, on a fait 4 6ML, puisque en fonction de l'actionneur qu'on utilise, on n'aura pas les mêmes diagrammes. Ils ne sont pas tous identiques au niveau gestion, entre autres. Donc, 4 6ML pour le prix d'un, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, juste il y a une autre question là qui vient, une deuxième. Sur la maquette numérique, est-elle liée à la simulation? Il me semble que toi, tu as importé je parle sous ton contrôle, Jackie, tu as importé dans MATLAB la maquette numérique SolidWorks. Oui. Une partie de la maquette numérique SolidWorks. Voilà, la partie moteur et ce qu'on a vu qui vient engager qui vient pousser le petit bitonio. La maquette complète de cet actionneur, là, il s'agit d'un actionneur, la maquette complète existe en SolidWorks et j'ai importé uniquement la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire l'embrayage, débrayage avec le moteur. Et puis on voit en arrière-plan, disons, le boîtier qui reçoit tout ça. Mais c'est qu'une partie de la maquette SolidWorks. On a la question sur les diagrammes 6ML, je pense, c'est savoir s'ils sont open. Donc, ils sont fournis avec le système, ils ne sont pas open source, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les rediffuser. Ils sont liés, bien sûr, à l'achat de la maquette. C'est ce que vous achetez, entre guillemets, quand vous achetez la maquette. Méric m'a envoyé par SMS le prix, c'est 1 390 €, hors taxe, en coup de port. Alors, on me demande l'adresse. Je vais vous donner l'adresse générale de SET Didacte. Voilà. Contact@setdidacte en un seul mot.com, c'est bien ça? Non, c'est info. Excusez-moi. On a encore oublié quelque chose. Oui, c'est sûr qu'il n'a pas tout dit. On n'a pas trop insisté, mais c'est quand même un des points importants qu'on a voulu développer. Il y a tout l'aspect réseau qui apparaît dans ce produit, puisque, comme vous l'avez vu, il y a de la liaison TCP/IP par Ethernet vers un PC d'utilisation, mais on peut également, le terminal de cette Cateco là, dont on parle, supporte également le protocole Viegand, RS485, RS232, ainsi de suite. Et on les a sortis sur la carte, entre guillemets, Arduino, des connecteurs qui vont permettre d'investiguer, d'exploiter ces types de protocoles de communication. Oui, on a à nouveau une remarque donc, par rapport aux diagrammes qui ne sont pas open. Donc, ils ne sont pas open, c'est à l'instant où on ne les fournit pas sous licence open source. Par contre, on fournit les sources. Donc, bien sûr, vous pouvez les modifier. C'est-à-dire qu'on a l'export PDF qui est généré, et je crois HTML aussi. Mais on a également les sources Magic Draw, qui est celui que la plupart des gens utilisent. Donc, comme vous avez les modèles SolidWorks, vous avez aussi les modèles Magic Draw. Ça, vous pouvez le modifier à votre guise, pour une utilisation au sein de votre classe sans aucun souci. Bien sûr, heureusement. Oui, c'est un peu la politique au niveau de tous nos supports. Donc, il est quasiment 16 h. D'habitude, je vous dis bon appétit, là, je vais vous dire peut-être bon goûter.
C'était encore un plaisir de vous retrouver. Donc, j'ai tapé dans le chat info@sct.com. Donc, n'hésitez pas à revenir auprès de Laurent Méril qui répondront à ces questions. Donc, on a des remerciements, voilà. Donc, de M. Godin qui nous dit que c'était très instructif et Jacques Durand qui nous dit que merci pour tous pour cet énorme boulot. Merci d'être présent à toi, Jacques. Merci d'être présent à toi, Jacques. Je te promets que la prochaine fois que tu m'appelles, j'essaie de te répondre, mais tu vois, je fais beaucoup de billard. Donc, sur ce, juste pour information, le prochain, je vous ai dit, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, on va s'intéresser un petit peu à la techno au collège en cycle 4 avec un projet autour de la protection d'œuvres d'art. Ce sera mardi matin à 10h30. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un lien. Vous avez mon mail en principe dans le retour d'inscription, si jamais vous n'avez pas l'invitation, parce que je vais peut-être pas trop oser en envoyer des invitations sur les lycées. Peur que ça vous fait quand même à chaque fois beaucoup d'emails que vous recevez de ma part. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi au cas pour vous inscrire. Donc je vous remercie, Jackie, merci beaucoup. Au plaisir. Laurent Méril également, merci de voilà. Je remercie Fred pour l'animation, merci Méril, excuse-moi t'as coupé. Merci Jackie, merci à tous d'avoir suivi le webinaire. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout, ça vous a intéressé. Donc merci à tous et on va voir éventuellement, vu que pour les lycées, le confinement va durer un petit peu encore. Le confinement, pardon, pas le confinement, ça sera terminé, mais les lycées seront encore fermés, donc d'éventuellement animer encore un ou deux. Voilà. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, que ce soit chez SET, que ce soit chez ERM, n'hésitez pas à nous en faire part. Si on a la possibilité, les ressources, on fera vraiment avec plaisir. Voilà. Et voilà, donc tout est dit. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.